Hello everybody, this is Pascal. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies et aujourd'hui je m'entretiens avec le professeur Zlatko Hadžidedić, directeur du Centre d'études sur le nationalisme situé à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Professeur Hadžidedić, bienvenue. Professor Hadžidedić, welcome. Merci de m'avoir invité. Thank you very much for saying yes, because you were pointed out. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté, car vous avez été présenté comme l'un des spécialistes venant, de Bosnie, pour discuter du rôle du nationalisme dans la dissolution de la Yougoslavie et aussi dans la politique actuelle. Pourriez-vous peut-être commencer par une vue d'ensemble de la manière dont vous abordez la dissolution de la Yougoslavie et comment vous définissez le nationalisme ainsi que les différents nationalismes que vous jugez essentiels pour comprendre ce processus? Eh bien, j'ai ma propre approche que j'ai exposée dans mon livre Nations et capitales, le chaînon manquant de l'expansion mondiale, publié chez Routledge en 2022. Je pense sincèrement, d'après mes observations, que la montée du nationalisme a coïncidé avec l'afflux du capitalisme dans l'ex-Yougoslavie. On dit souvent que les nationalismes étaient endormis, pour ainsi dire, puis se sont soudainement réveillés. C'est le récit habituel. Mais ce dont je peux témoigner en tant que personne ayant vécu dans l'ex-Yougoslavie, c'est que les nationalismes étaient totalement insignifiants en tant que récit. C'était quelque chose de totalement hors de propos dans un pays socialiste, car il s'agissait surtout d'appartenir au peuple travailleur, dire aux autres que vous faisiez partie de la classe ouvrière ou du Parti communiste et des choses de ce genre. C'était là les récits dominants. Il n'a jamais été question de nationalisme, ce n'était pas un sujet dont nous parlions. Je dois donc dire que, littéralement, avec l'arrivée du capitalisme, à la fin des années 1980, le nationalisme a commencé à émerger. J'ai écrit un livre qui explique le lien entre le capitalisme et le nationalisme. C'est une théorie générale du nationalisme. Ce n'est pas à propos de l'ex-Yougoslavie, ni même de l'Europe. C'est simplement une théorie très générale du nationalisme, qui affirme que le capitalisme avait besoin du nationalisme pour survivre. Que le capitalisme comporte une erreur intrinsèque, consistant à créer un écart entre les riches et les pauvres, à un point tel qu'il engendre inévitablement les conditions permettant à des masses révoltées de monter sur scène et à terme de changer le système. Et pour survivre, pour maintenir le capitalisme intact, celui-ci avait besoin d'une sorte de colle sociale capable de combler, ou du moins de prétendre combler, le fossé entre les riches et les pauvres. Et cette colle, c'était l'idéologie du nationalisme, qui prêche que nous sommes tous égaux, que nous avons tous les mêmes droits, que nous appartenons à la même nation, que nous avons des intérêts communs, et ainsi de suite, indépendamment du fait que le 1% ou les 10% supérieurs, peu importe, de la population, s'approprient 90% des revenus. Néanmoins, nous appartenons à la même nation. De plus, le nationalisme a joué un rôle géopolitique très spécifique dans l'expansion de l'Empire britannique, qui était la principale puissance capitaliste. En pratique, la Grande-Bretagne exportait cette idéologie sous couvert de libéralisme, et elle n'a jamais eu à mener de guerre contre des empires concurrents tels que les empires espagnols ou portugais, ou encore l'Empire ottoman, l'Empire des Habsbourg, l'Empire néerlandais, et ainsi de suite. Finalement, ils furent tous vaincus par des révolutions nationales menées par les soi-disant libéraux. Ils ne se considéraient pas comme des nationalistes. Si l'on regarde Mazzini, Simon Bolivar ou Kemal Pacha Atatürk, ils se déclaraient tous ouvertement libéraux. Ils n'ont jamais prétendu être nationalistes. Ils prônaient une idéologie libérale contre l'absolutisme, pour l'égalité, et ainsi de suite. Mais au fond, ils organisaient en réalité des révolutions nationales qui ont introduit l'idéologie du nationalisme et ont fini par transformer leur propre pays en État-nation.
Un phénomène similaire s'est produit avec l'ancien bloc socialiste ou communiste. Tous les États complexes, y compris l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, bien que la Yougoslavie fût un pays socialiste et n'appartint pas au bloc, possédaient cette structure fédérative complexe. Finalement, ils se sont tous dissous d'une manière très similaire, avec l'introduction du capitalisme comme système économique dans leur espace politique. Ils se sont transformés en États-nations avec la montée du nationalisme dans chacune des républiques constitutives. C'était donc un processus très semblable, et nous l'avons observé ici. Certaines personnes ne s'en souviennent pas. Elles ont repris le récit des nationalismes endormis, et ainsi de suite. Mais j'avais, pour ainsi dire, davantage de connaissances théoriques, ce qui m'a permis d'essayer d'analyser les choses sous un autre angle. À mon avis, c'est cela qui a été le principal déclencheur et la raison essentielle de l'introduction du nationalisme comme récit, le récit dominant, dans toutes les républiques yougoslaves. Malheureusement, la Bosnie-Herzégovine, enfin, heureusement pour certains, pour les nationalistes grands serbes ou grands croates, mais pour les bosniaques, malheureusement, la Bosnie n'a pas été officiellement constituée en État-nation. Même dans l'ancienne Yougoslavie socialiste, la Bosnie était un lieu à part. Elle était constituée en république composée de 3 groupes ethniques, ou plus précisément, de groupes ethno-religieux. Au XIXe siècle, ils se sont tous transformés de communautés religieuses en communautés ethno-religieuses. Les chrétiens orthodoxes sont devenus des Serbes, les catholiques, sous l'influence du nationalisme croate venu de Croatie, sont devenus des Croates, et ainsi de suite. Finalement, les musulmans ont adopté le nom de bosniaque, qui appartient en réalité à tous les habitants de la Bosnie. Il n'est pas spécifiquement réservé aux Bosniens. Ainsi, ces communautés religieuses se sont transformées en communautés ethno-religieuses. Mais il y avait autre chose. Je dirais une erreur, mais certaines personnes ne corrigent toujours pas cette erreur. Elles continuent de les appeler des nationalités ou des nations, ce qui leur donnait en réalité le droit de revendiquer la souveraineté et de tenter de faire sécession de la Bosnie. Ainsi, la Bosnie est entrée dans le processus de dissolution de la Yougoslavie avec ses 3 groupes, dont 2 revendiquaient la sécession et visaient à devenir une partie de la Grande Serbie ou de la Grande Croatie. L'un d'eux affirmait défendre une Bosnie intégrale, mais en réalité, la direction envisageait également la possibilité de créer son propre petit État privé, qui appartiendrait exclusivement aux musulmans. Et pour la Bosnie, ce qui fut particulièrement tragique, et ce qui était particulièrement dangereux à l'époque, et s'est révélé effectivement tragique, ce fut la soi-disant conférence de Lisbonne, organisée par la communauté européenne de l'époque en 1992, avant la guerre. Ainsi, avant le conflit, la communauté européenne a tenu cette conférence, officiellement présidée par le diplomate portugais José Coutilheiro, mais en réalité dirigée par Lord Carrington, qui présidait également la conférence sur l'ex-Yougoslavie. Ils ont introduit l'idée que ces 3 communautés ethno-religieuses, qui avaient vécu mêlées pendant des siècles, devaient être séparées. Les gens vivaient porte à porte, vous savez, sans territoire séparé. Puis ils ont eu l'idée que ces 3 groupes devraient s'organiser en 3 territoires distincts. Si vous voulez mon avis, c'est là que tout s'est joué. Certains ont accepté cela avec enthousiasme, d'autres moins, mais finalement ils ont tous accepté l'idée.
Et si vous me demandez, c'est ce qui a tout déclenché en Bosnie, car on ne peut pas créer 3 territoires séparés et isolés à partir d'une population mixte sans guerre. Il faut une guerre pour cela. Et la guerre s'est en fait déroulée selon les lignes qui avaient été préalablement négociées lors de la conférence de Lisbonne. Toutes les armées prenaient possession de territoires qui avaient déjà été attribués à leurs soi-disant groupes ethno-religieux lors de la conférence de Lisbonne. Ainsi, la communauté européenne était, dans une large mesure, responsable de tout ce qui s'est passé. Bien sûr, ces idées provenaient de la diplomatie britannique. Je tiens à le souligner. Mais la communauté européenne, à l'époque et encore aujourd'hui, n'a jamais abandonné l'idée que la partition ethnique de la Bosnie constituait en quelque sorte la meilleure solution. Pour les Bosniaques, ce n'a jamais été la meilleure solution. Bien sûr, il y avait certaines élites ethno-nationalistes qui voyaient là une occasion de créer des territoires séparés, de s'approprier les ressources de ces territoires, et ainsi de suite. Mais pour la majorité de la population, ce n'était certainement pas la meilleure solution. C'était de loin la pire, car elle poussait les gens à compter qui étaient dominants en termes de nombre dans telle ou telle partie du territoire. Et à la longue, cela engendre des tensions. On se retrouve avec 3 récits autour de 3 petits États distincts qu'il faudrait créer. Et finalement, une guerre éclate, séparant ces 3 groupes, avec le soutien actif de la Serbie et de la Croatie voisine et l'agression de leurs armées en Bosnie-Herzégovine. Je veux dire, ce que tu expliques ici, je pense que c'est vraiment important d'approfondir. Mais tu as dit quelque chose il y a 5 minutes qui m'a beaucoup intrigué. Tu as dit que ces nationalités, la manière dont les gens se perçoivent comme appartenant à telle ou telle catégorie, n'était pas la façon dont les gens se conceptualisaient eux-mêmes au XIXe siècle ou avant. Parce que pour moi, ça a toujours été clair. Les Serbes sont des chrétiens orthodoxes. Les Croates sont des catholiques. Et les and the Bosniaks are the Muslim population, and that they, in different periods, Et que, à différentes époques, vous savez, différentes personnes ont exercé le pouvoir sur cela, sur le cadre dans lequel elles vivaient. Car avant la Yougoslavie, enfin avant la Yougoslavie socialiste, il y avait le royaume de Yougoslavie. Avant cela, c'était essentiellement une partie de l'empire des Habsbourg. Et cela a changé de main. Les Ottomans ont également joué un rôle, n'est-ce pas? Mais vous dites que l'idée même de ces 3 groupes est un phénomène relativement récent, environ 100 à 150 ans tout au plus. Oui, c'est vrai. Vous pouvez le vérifier en jetant simplement un œil au programme de la Grande Serbie, le soi-disant Nacertanije d'Ilija Garašanin. Il y fait référence à tous les Bosniaques, comme des Bosniaques de foi orthodoxe, de foi latine et de foi mahométane. Et il cherche à déterminer quel groupe serait le plus facile à convertir à la nation serbe, à une identité nationale serbe. Il dit, eh bien, ce ne sera pas difficile avec nos frères chrétiens orthodoxes. Nous enverrons simplement des prêtres de Serbie pour leur dire qu'ils sont serbes, ils l'adopteront. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Car la Bosnie relevait auparavant du mandat du patriarcat central de Constantinople. Mais l'Église orthodoxe serbe a racheté le mandat au patriarcat œcuménique de Constantinople, précisément après le Nacertanije, vers les années 1850. Et ils ont commencé à envoyer des prêtres de Serbie qui prêchaient précisément cela, qu'ils étaient tous des Serbes. À partir de ce moment-là, pour eux, chrétiens orthodoxes et serbes sont devenus synonymes. Il en fut de même pour les catholiques. Les nationalistes croates, déjà en plein essor au XIXe siècle, ont pratiquement fait la même chose avec leurs prêtres, et ainsi de suite. Ainsi,
Les musulmans sont restés identifiés uniquement par leur nom religieux jusqu'en 1993, lorsqu'il y eut une sorte de, disons, conseil de dirigeants musulmans. Ce n'était pas quelque chose de grande portée. C'était en réalité une réunion à moitié secrète, au cours de laquelle ils décidèrent de changer le nom de musulmans en bosniaque. Mais en réalité, le nom bosniaque appartient à tous les bosniaques. C'est simplement un archaïsme du 19e siècle. Tu sais, c'est juste que, en plus, les conventions de dénomination que nous utilisons sont parfois extrêmement déroutantes, parce que nous employons les mêmes termes pour désigner des concepts différents, y compris, bien sûr, le fait que nous avons un pays que nous appelons généralement la Bosnie, alors qu'en réalité, le pays entier s'appelle la Bosnie-Herzégovine. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a une partie bosnienne et une partie herzégovinienne, n'est-ce pas? Et parfois, nous avons des Bosniaques qui ne font référence qu'à Historiquement, c'était simplement la Bosnie, vous savez. L'Herzégovine n'a été ajoutée qu'au Congrès de Berlin en 1868. Je dirais que cela s'est fait sous l'influence des nationalistes serbes, car leur idée était que l'identité des Bosniaques devait être divisée en deux afin de faciliter la conquête, du moins selon le récit venant de Serbie. Ainsi, sous leur influence, le Congrès de Berlin a introduit cette Herzégovine, bien que, d'un point de vue historique, l'Herzégovine n'ait été qu'une région de la Bosnie, rien de plus. Avant cela, elle était toujours considérée comme une région de la Bosnie, comme la Krajina, la Posavina ou autre. L'autre chose que vous avez dite et que je trouve si importante, c'est de comprendre comment cela s'est produit. Un ami serbe très proche, originaire du Kosovo, m'a fait remarquer, et vous y avez également fait allusion, que ces différentes ethnies, nationalités et religions vivaient les unes à côté des autres, non seulement dans des territoires distincts, mais littéralement maison après maison. C'est pourquoi la guerre est devenue si incroyablement sanglante. Il ne s'agissait pas de territoires clairement séparables, mais de personnes qui avaient vécu côte à côte, jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. Et ce processus, qui a transformé des voisins sans problème entre eux, en voisins qui ont pris les armes pour se battre. Selon vous, qu'est-ce qui, au fil des années, a conduit à cela? Qu'est-ce qui a tout fait exploser? Qu'est-ce qui a détruit la cohésion sociale? Ce n'est pas une question de cohésion sociale, vous savez. Enfin, à la fin, ça s'est avéré être une question de cohésion sociale. Mais au départ, il s'agissait d'une agression militaire claire de la part de la Serbie. C'était la même chose en Bosnie qu'au Kosovo. L'armée yougoslave s'est révélée être un instrument de la politique de la Grande Serbie, et il cherchait simplement à étendre la Grande Serbie à travers les territoires qu'il conquérait. D'abord en Croatie, puis en Bosnie. Je veux dire, ils ont mené une fausse guerre en Slovénie. Ce n'était pas une vraie guerre. En réalité, ils se retiraient de Slovénie. Mais ils ont occupé plusieurs régions de Croatie en 1991, et ils se préparaient également au conflit en Bosnie en occupant des territoires, et ainsi de suite. La Yougoslavie avait autrefois un système similaire à celui des États-Unis sur le plan militaire. Chaque république possédait sa propre garde nationale, tout comme aux États-Unis, où les États ont leur propre garde nationale. Chaque république disposait de sa propre défense territoriale, précisément afin de résister à une agression possible ou potentielle de l'armée centrale. Ce qui s'est passé en Bosnie, c'est que l'armée yougoslave a en réalité confisqué toutes les armes de la défense territoriale, un an avant la guerre, les désarmant ainsi. Ceux qui étaient censés défendre la Bosnie contre l'armée yougoslave se sont retrouvés sans armes, et il a été facile pour l'armée yougoslave d'occuper les territoires attribués à l'entité serbe lors de la conférence de Lisbonne.
Mais pourquoi en est-on arrivé là, au départ? Je veux dire, laissons-moi poser la question autrement. Pourquoi la Yougoslavie sous Tito fonctionnait-elle, puis plus du tout, disons 8 ans après sa mort? Je pense que je l'ai déjà expliqué. Cela fonctionnait selon un schéma différent, le schéma communiste, ou plutôt socialiste. Le nationalisme n'était pas pertinent, n'est-ce pas? Ce n'était pas un moyen de promotion sociale. Il faut examiner toutes ces choses de manière très pragmatique, pour ainsi dire. La plupart du temps, les gens se classent selon leurs intérêts purs. Parfois, la religion joue un rôle, donc il y a un peu de comportement irrationnel à ce niveau-là. Mais la plupart du temps, ils se classent selon leurs intérêts purs. Si vous êtes socialement promu, en appartenant au Parti communiste et en proclamant la fraternité et l'unité comme valeur suprême, alors vous appartenez au Parti communiste et vous promouvez la fraternité et l'unité, parce que c'est le schéma de la promotion sociale. Si vous vous réveillez soudainement dans un système qui dit non, à partir de maintenant, les partis ethno-religieux seront les dominants, et la voie de la promotion sociale consiste à appartenir à l'un de ces trois partis, alors tout à coup, la majorité de la population se classe selon ces lignes. Il n'y a donc rien d'irrationnel à cela. C'est la clé du fonctionnement des nationalistes. C'est la clé du fonctionnement des communistes. Chaque système fait la même chose. Il établit un modèle de promotion sociale. Et ensuite, ceux qui veulent une promotion sociale, qui veulent appartenir à quelque chose, obtenir des emplois, être reconnus socialement, se classent selon les lignes dominantes du moment. Mais dans les deux cas, l'Union soviétique et la Yougoslavie, nous avons vu comment les nationalistes sont en quelque sorte issus des structures communistes, n'est-ce pas? Boris Eltsine était un communiste, et le dirigeant des Croates, Tudjman aussi. Tudjman était un dirigeant yougoslave communiste. Alors comment le changement s'opère-t-il au sein d'une société qui passe d'un système de promotion à un système de promotion nationaliste? Eh bien, cela se produit généralement à cause de ce qui vient de l'extérieur. Si vous subissez une forte pression, comme ce fut le cas dans l'ex-Yougoslavie, pour introduire le capitalisme, comme cela s'est produit en Union soviétique, où l'on a fini par introduire le capitalisme également, vous voyez les gens se tourner vers les modèles promus par le système capitaliste. Et ils le reconnaissent. Les premiers à reconnaître ces choses sont ceux qui sont les plus proches des sources du pouvoir. Les communistes, dans ce cas. Ils étaient plus proches des sources du pouvoir, et ils ont été les premiers à reconnaître le changement de jeu. Et dès qu'ils ont compris le changement de jeu, le changement de modèle, ils se sont simplement tournés vers celui qui gagnait, vous savez. Ils ont abandonné celui qui perdait et se sont tournés vers celui qui gagnait. La même chose s'est produite, vous savez, après la Seconde Guerre mondiale et la prise de pouvoir des communistes. Tant de personnes qui n'étaient pas communistes sont soudainement devenues communistes, car c'était la voie de la promotion sociale. On perçoit le changement et on s'y adapte. Avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait qu'environ 3000 communistes en Yougoslavie. À la fin du processus, disons dans les années 1980, ils étaient plus d'1 million. On pourrait dire que c'était l'influence de la pression ou de l'idéologie, mais non, c'était l'influence de ce modèle de promotion sociale. Si vous vouliez être reconnu dans la société, obtenir un emploi, un poste de direction, ou même devenir politicien, alors vous deveniez communiste. Beaucoup de gens se sont révélés être communistes simplement à cause de cela, et non par conviction profonde. La même chose s'est produite avec le nationalisme. Avec l'afflux du capitalisme, ils se sont tournés vers le nationalisme comme moyen de promotion sociale.
Et c'était aussi une voie facile pour ceux qui y réussissaient, ceux qui étaient plus proches des sources du pouvoir, d'accaparer de nombreuses ressources au cours du processus de privatisation. Cela s'est produit en Union soviétique, en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, dans tous les anciens pays communistes. Cela s'est passé ainsi. Ceux qui étaient les plus proches des sources du pouvoir, les communistes, sont devenus les principaux capitalistes, ou bien leurs fils ou leurs proches sont devenus propriétaires des usines et de l'industrie auparavant étatisées. Ce qui bien sûr crée alors l'oligarchie d'un avenir très proche. Oui. D'une oligarchie à une autre. Ainsi, vous changez le récit en même temps que le changement du système économique. Alors, dans vos études sur le nationalisme, en particulier dans le contexte de la Yougoslavie et maintenant des États balkaniques, quelle est votre opinion sur la possibilité qu'il existe un moment où le nationalisme puisse réellement jouer un rôle sain, pour ainsi dire, dans une société? Ou bien s'agit-il toujours de forces qui mènent naturellement à la militarisation, à l'ostracisation et à la violence de masse? Eh bien, je le formulerai ainsi. Vous n'avez pas d'autre option. Le monde capitaliste est un monde d'État-nation. La seule façon de survivre est d'être un État-nation. Pas euro-suisse, n'est-ce pas? Essayez d'imaginer la Suisse classée sur le modèle de la Bosnie-Herzégovine, avec chaque groupe se considérant comme une nation. Oui. Et revendique le droit de faire partie de l'Allemagne, de la France ou de l'Italie. Oui, tu pourrais le faire très facilement. La Suisse et la Bosnie sont très similaires dans leur structure. Oui, mais vous appelez cela ethnique, vous savez, identitaire. Et vous avez une identité nationale suisse. Dans notre pays, en Bosnie, l'identité nationale bosnienne est tout simplement interdite. C'est quelque chose qui ne peut pas obtenir de statut officiel. Par qui ou quelle force l'en empêche? Par ces forces venues de Serbie et de Croatie, qui s'intéressent à prendre des parties de la Bosnie-Herzégovine. Une partie pour la Croatie, une partie pour la Serbie. De plus, ceux qui veulent leur petit État musulman ont aussi cet intérêt. Ainsi, en pratique, seuls ceux qui ne se considèrent pas comme membres de l'un de ces trois groupes diraient « Nous sommes bosniaques ». Mais même lorsqu'ils le disent, ou je devrais dire moi, puisque j'appartiens à ce groupe, quand je dis que je suis bosniaque, je n'ai aucun statut officiel. I have no official status. I'm not recognized in the Constitution. Je ne suis pas reconnu dans la Constitution. Et lors du recensement, je ne peux me déclarer que sous la catégorie « autre ». Mais c'est un recensement dirigé qui stipule qu'il faut être bosniaque ou musulman par nationalité ou par appartenance ethnique. Il présente cela comme si c'était la même chose. Mais il faut cocher cette case. Bosniaque, serbe ou croate, par ethnie ou nationalité. Les gens comprennent donc naturellement que c'est la seule manière d'être reconnu constitutionnellement. Et si vous êtes autre chose, si vous ne voulez appartenir à aucun de ces trois groupes, alors vous n'êtes pas reconnu. Essayez simplement d'imaginer une situation où la nation suisse ne serait pas reconnue dans la Constitution. Pourquoi cela, pour la Bosnie? Nous avons eu beaucoup d'influence pour la maintenir unie, n'est-ce pas? Mais ensuite, on ne crée pas le récit intellectuel sous-jacent permettant aux gens de se comprendre comme faisant partie d'une même entité politique. Eh bien, de nombreux intellectuels tentent de créer ce récit national bosniaque, mais les politiciens y restent tout simplement sourds. Et il existe une forte pression de la part de la Serbie et de la Croatie, ainsi que de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des États-Unis, pour ne pas introduire une telle idée. Ils veulent manifestement que la Bosnie reste dans cet état et probablement qu'elle finisse par se dissoudre.
Jusqu'à présent, les États-Unis ont protégé l'intégrité territoriale de la Bosnie, contrairement à l'Union européenne et au Royaume-Uni qui ne l'ont pas fait. Mais l'administration actuelle fait déjà circuler des rumeurs selon lesquelles elle serait prête à reconsidérer cette politique et pourrait, à terme, permettre la dissolution de la Bosnie et la sécession de certaines parties vers la Serbie et la Croatie. C'est donc une situation très difficile lorsque vous avez des pays voisins, des communautés locales, des élites locales, des oligarchies locales, je dirais, qui trouvent leur intérêt dans la dissolution du pays. Et lorsque des acteurs mondiaux, pour une raison ou une autre, maintiennent également cette option sur la table comme la seule possible. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais reconsidéré cette politique. Ils n'ont jamais essayé d'envisager l'option d'une nation bosnienne pour que la Bosnie soit organisée comme le reste des pays européens. Chaque fois, ils disent « Vous êtes différents, vous devez rester différents », et ainsi de suite. Et nous continuons à rester différents, ce qui ne fait que conduire à de nouveaux conflits. Je vois cela comme un poison très sombre. L'idée que les ethnies doivent être différentes les unes des autres. D'un côté, je reconnais que les gens se définissent d'eux-mêmes, décident à quel groupe ils veulent appartenir ou avec lesquels ils souhaitent s'identifier. De l'autre, une partie de cela est aussi fabriquée de l'extérieur, et cela pousse les gens à devenir violents, même dans leurs pensées. J'ai rendu visite à un ami très proche, en Herzégovine, un Croate qui s'identifie comme tel, et dans la maison voisine, il y avait une fête de mariage. À ce mariage, les gens chantaient une chanson appelant à la mort des Serbes. C'était profondément choquant de réaliser que c'est ce qui était chanté. Alors, quelle serait votre recommandation pour extraire ce poison d'une société lorsque ces groupes sont déjà si habitués à l'idée que l'autre doit être l'ennemi? Eh bien, je dirais que ce n'est pas si difficile. Tout comme il n'a pas été si difficile de transformer des communistes en nationalistes. Il suffit d'un changement de récit, et celui-ci doit être promu d'en haut, par les intellectuels et par l'État. Également par la communauté internationale, quoi que cela veuille dire. Je préfère dire le Royaume-Uni, l'Union européenne et les États-Unis, car ce sont trois entités distinctes la plupart du temps. Certains disent que la Russie est aussi impliquée. Il existe des récits en Occident affirmant que la Russie a préparé tout cela, et ainsi de suite, ce qui est ridicule, car la Russie ne fait que tirer parti de la situation pour promouvoir sa propre puissance, qui est pratiquement inexistante. Ils font semblant d'avoir de l'influence de nos jours. Mais même pendant la guerre, lorsque les Russes mouraient de faim sous Eltsine, nous avions la propagande britannique qui disait « Eh bien, vous savez, nous ne pouvons pas intervenir parce que les Russes soutiennent les Serbes, et nous ne pouvons pas mettre les Russes en colère. » Et les Russes étaient totalement impuissants. Ils ne pouvaient rien faire. En réalité, les Britanniques encourageaient l'agression serbe en Croatie, en Bosnie et au Kosovo. Ils soutenaient la Serbie depuis le XIXe siècle. C'était leur pion sur l'échiquier dans leur tentative de saper l'Empire ottoman. Ils avaient deux acteurs principaux, la Serbie et la Grèce, qui servaient à affaiblir l'autorité ottomane dans les Balkans. Donc ils diffusaient des histoires sur les Russes, mais je laisserai vraiment les Russes de côté, même s'ils deviennent de plus en plus actifs en prétendant avoir une grande influence. Bien sûr, ils pêchent, non pas pour l'amour ou quoi que ce soit de ce genre, mais pour de l'influence, en prétendant en avoir plus qu'ils n'en ont réellement. C'est ce qu'ils font de nos jours. Mais il faut être clair, la Russie n'a pas une telle influence et ne l'a jamais vraiment eue dans les Balkans. C'était principalement une zone où le Royaume-Uni et la France exerçaient leur propre influence, surtout par l'intermédiaire de la Serbie.
Donc, ma recommandation, pour revenir à votre question, serait simplement de changer le récit. C'est très simple. Vous voyez, je vais vous raconter une anecdote intéressante. C'est une histoire vraie. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai parlé, disons, il y a environ 17 ans, avec un homme qui était le principal conseiller du dirigeant serbe en Bosnie, Dodik. C'était son idéologue. Vous savez, une sorte de Steve Bannon du premier mandat de Trump. Is Steve Bannon from Trump's first mandate. That kind of a relationship. And he said, Ce genre de relation. Et il a dit, quand nous avons été présentés, à l'époque, j'étais conseiller auprès de l'un des ministres bosniens au niveau national et également de l'un des dirigeants du parti, donc nous avons parlé dans ce cadre. Et il a dit, eh bien, ce pays peut devenir normal en 2 ans, mais essayons de conclure un accord. Je crois qu'il peut avoir une identité commune, une identité bosnienne, en seulement 10 ans. Parce que je peux prétendre être serbe autant que je veux, mais quand je vais en Serbie, on m'explique que je suis bosnien. Donc vous savez, la Serbie est prête à les utiliser comme un instrument, mais elle n'est pas très disposée à les admettre dans son giron. Oui, mais vous savez, tout cela est en réalité contrôlé. Yeah, but you know, this is actually controlled. very important. I mean, people define C'est très important. Je veux dire, les gens se définissent souvent de manière négative. Un ami colombien m'a un jour demandé, « Alors, en Suisse, vous parlez 3 ou 4 langues. Vous avez différentes religions, différents statuts sociaux, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait de vous des Suisses ?» Et l'une de mes réponses à cela, c'est la conscience que nous ne sommes ni les Allemands, ni les Français, ni les Italiens. Nous sommes donc tout à fait disposés à rester unis et à nous reconnaître mutuellement comme Suisses, en sachant que cela nous lie réellement, tout simplement. Et nous parlons même la même langue, vous savez, ce qui est contesté. Je veux dire, même le nom de la langue est contesté. Bien sûr, tout le monde s'en empare pour soi-même. C'est d'ailleurs assez drôle. Ces temps-ci, je l'appelle malicieusement le Slave du Sud. Oui, je veux dire, eh bien, Slavon du Sud implique les Slovènes et les Macédoniens. Ils parlent des langues différentes. Nous pouvons nous comprendre, mais ce sont des langues différentes. Mais, vous savez, en Croatie, en Serbie, en Bosnie et au Monténégro, les gens parlent tous la même langue. Nous nous comprenons parfaitement. Les différences sont comparables à celles entre l'allemand suisse et l'allemand d'Allemagne. Ce sont là les différences, voire encore plus minimes. Puis-je simplement demander, puisque votre analyse est que le nationalisme est une caractéristique inhérente du capitalisme, et que nous reconnaissons vivre dans un foutu monde capitaliste, la majeure partie du globe, du moins dans les économies de marché, alors, selon vous, que faudrait-il faire pour empêcher le capitalisme de faire complètement exploser les sociétés en ces fragments nationalistes? Comme, vous savez, la manière dont nous créons des lois contre les monopoles pour empêcher cette partie du capitalisme de se dévorer elle-même. Oui. Oui, mais cela a en réalité été éliminé, et nous entrons dans la phase de l'hypercapitalisme. J'ai bien peur que le contre-processus soit déjà en cours, et nous ne pouvons plus faire grand-chose à ce stade. Vous savez, des personnes comme Donald Trump, Viktor Orban, Erdogan, et ainsi de suite. Ce ne sont pas des accidents. Cela fait partie d'une tendance générale, celle de l'hypercapitalisme, qui introduit quelque chose que j'ai qualifié non pas de populisme, comme d'autres le font, mais de nationalisme autoritaire. Car les principes démocratiques sont éliminés pour laisser place à des principes autoritaires. C'est exactement ce qui se passe dans la plupart des États, non seulement en Europe ou aux États-Unis, mais dans le monde entier. Not only in Europe or the US, it is happening around the world. And I strongly believe, I'm afraid, Et je crois fermement, je le crains, que nous allons connaître les 30 prochaines années d'hypercapitalisme combiné à un nationalisme autoritaire.
et nous verrons un nationalisme bien plus fort que celui que nous avons connu auparavant. Quelque chose qui rappellera les années 1930 en Europe. Je ne l'appellerai pas fascisme, car ce fascisme-là ne prenait pas l'hypercapitalisme comme référence. Ce sera probablement quelque chose de bien pire, avec beaucoup moins de solidarité sociale que le fascisme n'en avait autrefois. La priorité sera de promouvoir les véritables oligarques, le 1% le plus riche, voire le 0,1%, et de transformer les États en propriété privée. Je dirais que c'est exactement ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. C'est assez visible, assez spectaculaire, la façon dont cela se déroule. Les oligarques deviennent les propriétaires de la politique, de tout l'État. Et nous avons déjà quelque chose que la plupart des Américains ne voulaient pas reconnaître, mais qu'ils commencent maintenant à réaliser. Les pouvoirs judiciaires et législatifs ont déjà été éliminés. Il ne reste plus que le pouvoir exécutif, concentré le commun, et l'État n'existe plus vraiment tel qu'il était autrefois, selon la Constitution. Mais selon ton interprétation du fonctionnement du nationalisme, cela conduirait naturellement à un élan encore plus nationaliste. Et cela ne signifierait-il pas que cela correspond à ce que Marx avait prédit? C'est le noyau de ce qui va faire exploser le système lui-même, car ce qui est arrivé à la Yougoslavie pourrait alors se produire dans d'autres sociétés en Europe et même en Amérique du Nord. Eh bien, la Yougoslavie est présentée comme un pays idéologiquement communiste. Il en a été de même pour l'Union soviétique. Nous ne savons pas encore si le capitalisme peut se dissoudre ou s'effondrer, mais ce qui suivra reste inconnu. Je vous rappellerai que Karl Polanyi, par exemple, avait prédit que le capitalisme finirait par se détruire lui-même précisément à cause de ce mécanisme autodestructeur qu'il possède. Pour ma part, j'ai, pour ainsi dire, révisé sa théorie en affirmant que le nationalisme joue le rôle de transformer l'ensemble de la hiérarchie sociale de manière à la présenter comme une société d'égaux. Et il agit comme une sorte de colle sociale. Pas une colle mondiale, pas encore. C'est quelque chose qui caractérisait le capitalisme classique. Aujourd'hui, avec cette nouvelle forme de capitalisme, appelez-la hypercapitalisme ou comme vous voulez, nous avons quelque chose que je préférerais appeler nationalisme autoritaire. Cela signifie plus de nationalisme. Et cela veut dire que le nationalisme permettra encore au capitalisme de survivre. Je ne pense pas qu'il s'effondrera sur le plan social à cause d'un excès de nationalisme. Davantage de nationalisme impliquera plus de cohésion au sein de la société, plus d'homogénéité et ainsi de suite. Le capitalisme ne peut s'effondrer que pour des raisons économiques, à cause des bulles qu'il crée et de phénomènes de ce genre qui peuvent provoquer un effondrement. Mais autrement, ce levier qu'il utilise, le nationalisme autoritaire, est quelque chose qui préservera parfaitement le capitalisme pour les 30 prochaines années. Cela me fait réaliser que nous parlons en réalité de deux phénomènes. L'un est ce nationalisme autoritaire, qui est en fait un nationalisme unificateur, maintenant le système cohérent. L'autre est le nationalisme qui a explosé. La Yougoslavie et l'Union soviétique, je ne pense pas. Chacune d'elles maintenait ensemble certaines formes projetées. Vous savez, en Bosnie, c'était destructeur, car cela visait en réalité à maintenir la Grande Serbie unie. Même, nous n'avions pas du tout de nationalisme bosniaque. Je viens de l'expliquer. C'est pourquoi la Bosnie se désagrège, à cause de la présence de nationalisme censé créer des entités de Grande Serbie et de Grande Croatie, déjà envisagées au historique. Ainsi, le nationalisme joue toujours un rôle homogénéisant. Simplement,
Le nationalisme fondé sur des principes démocratiques n'est plus valable pour une société exposée à l'hypercapitalisme, hyper-exploitation, hyper-extraction et hyper-manipulation, si l'on veut, sur le plan financier. Pour ce type de capitalisme, il faut un nationalisme autoritaire, où les principes démocratiques sont tout simplement supprimés. Mais le nationalisme est toujours là pour maintenir la cohésion de la société pendant que le capitalisme l'exploite, pour le dire simplement. To put it in the simplest terms. Yeah, but there's still something Oui, mais il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que certains nationalismes maintiennent de grands groupes unis, alors que d'autres nationalismes finissent par balkaniser ces grands groupes en plus petits? Balkanizing the larger groups into smaller groups. Well, it all depends on the narratives which are being Tout dépend des récits qui sont adoptés. Cela dépend de qui soutient qui sur le plan géopolitique. Qui veut des États plus petits, qui veut des États plus grands, et ainsi de suite. Finalement, on assiste à l'interaction entre les grandes puissances, qui, la plupart du temps, poussent en réalité les petits États à se fragmenter davantage, tout en se préservant elles-mêmes comme des entités de plus en plus grandes. C'est donc une sorte de logique géopolitique naturelle. Si l'on regarde les choses sous cet angle, le jeu des grandes puissances finit par déterminer la structure géopolitique du monde. Malheureusement, c'est ainsi, et les petits acteurs sont toujours les perdants, ceux qui se retrouvent fragmentés. Je pense que c'est tout à fait exact. Il fut un temps où l'Irak était un pays très puissant sous Saddam. Qu'en reste-t-il? Plusieurs nationalismes concurrents? Oui. La même chose est arrivée à la Syrie. The same thing happened with Syria, the same thing happened with Libya. La même chose s'est produite avec la Libye et avec la Yougoslavie. Cela se passe même avec la Bosnie, malheureusement. Tout dépend donc du type de projections géopolitiques qui ont été faites. Certaines personnes, disons principalement à Londres, mais aussi à Washington, pensent qu'une grande Serbie sert mieux leurs intérêts, tout comme une grande Croatie. La Macédoine se trouve dans une situation similaire à celle de la Bosnie. Ils considèrent que la Bulgarie et l'Albanie devraient s'emparer de certaines parties de la Macédoine pour la faire tout simplement disparaître. J'ai récemment parlé de cela avec quelques diplomates macédoniens et ils en sont parfaitement conscients. Ils savent que tous ces problèmes que la Grèce crée à propos du nom et ainsi de suite ne visent qu'à les faire attendre qu'il se passe quelque chose. Mais ce quelque chose est en réalité la partition selon des lignes slaves et albanaises. Car malgré le nationalisme macédonien développé, enfin, pour donner un autre exemple, ils ont un récit nationaliste macédonien élaboré, un sens développé de la nation, si l'on veut. Mais certaines personnes, occupant des positions de pouvoir, les considèrent simplement comme des Bulgares. Elles ne veulent pas les voir comme des Macédoniens et pensent qu'il vaut mieux avoir une grande Bulgarie et une grande Albanie. Et voilà. Même cette solution avec le Kosovo n'est qu'une solution temporaire, car l'idée d'origine était d'avoir une grande Albanie et non un Kosovo et une Albanie séparés. C'était donc probablement dû au dilemme américain de l'époque, à savoir si cela serait une bonne idée. Les Britanniques, pour leur part, pensaient principalement que la Grande Albanie, tout comme la Grande Serbie, serait la bonne solution, et ainsi de suite. Ils n'ont donc pas vraiment réussi à trouver un consensus sur cette question. Par conséquent, le Kosovo a été transformé en État-nation, et ils ont immédiatement accepté de se définir comme Kosovars. Ils ont eu l'intelligence d'accepter cette dénomination. Aucun problème. Mais les Bosniaques sont manifestement moins intelligents. Et encore aujourd'hui, nous avons toujours du mal à promouvoir l'idée la plus simple, que nous sommes tous des Bosniaques, et que nous avons simplement 3 groupes ethno-religieux en notre sein. Et beaucoup de gens ne veulent en réalité appartenir à aucun de ces 3 groupes. Au moins un quart de la population ne s'en soucie pas.
mais ils sont également intégrés à ces trois groupes par le biais du recensement, des partis politiques et des récits qui sont diffusés. Ainsi, si l'on continue à leur répéter qu'il n'existe que ces trois groupes, ceux qui n'appartiennent à aucun d'eux finissent par se remettre en question, se demandant s'ils ont raison. Et peu à peu, certains commencent à se tourner vers ces trois identités plutôt que de rester fidèles à la leur telle qu'ils la ressentent. C'est vraiment aussi banal qu'une case à cocher sur un questionnaire. Si la quatrième case n'existe pas, alors la quatrième identité est effacée, ou bien l'identité unificatrice. Professeur Hadji Dedic, pour les personnes qui souhaiteraient lire davantage de vos travaux, où devraient-elles se rendre? Y a-t-il un endroit où vous publiez régulièrement vos écrits? Je publie mes écrits sur le site nationalismstudies.org, mais je leur recommanderais vivement de lire mon livre « Nation et capitale, le chaînon manquant de l'expansion mondiale », publié en 2022 par Routledge à Londres et à New York. Je mettrai le lien vers ce livre, ainsi que vers nationalismstudies.org, dans la description de cette vidéo ci-dessous. Tout le monde, procurez-vous un exemplaire du livre. Professeur Hadji Dedic, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité.